Le Mali et le Burkina Faso envisagent une coopération militaire dans les prochains jours pour pallier le problème du terrorisme dans le Sahel. Les deux pays sanctionnés par la CEDEAO décident de s'allier dans un combat qui dure depuis trop longtemps. En Guinée, le chronogramme de la transition est connu. Le président l'établit à 39 mois à la durée de la transition dans le pays, une nouvelle qui est loin d'enchanter la communauté internationale et celle de l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique. Vous le saurez dans ce journal. Au Cameroun, la fête du travail s'est déroulée sur toute l'étendue du territoire, mais sans la grande parade qui se tenait comme à son habitude. La décision a été prise par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale qui mettait en avant la situation sanitaire du pays. C'est tout de suite. Démarrons ce journal dans le Sahel où le 22 avril dernier, une délégation burkinabé se rendait à Bamako, au Mali, dans l'objectif de discuter de la coopération entre les deux pays sur les dossiers sécuritaires et militaires. Les deux présidents s'engagent donc à parler de sécurité dans un contexte où l'opération Barkhane se retire progressivement du Mali et où la menace terroriste persiste. Reportage. Un rapprochement militaire entre le Mali et le Burkina Faso imminent, un combat commun, le terrorisme dans le Sahel. Après le départ des forces françaises sur ces terres africaines, l'heure est à la solidarité militaire entre les deux pays. Le 22 avril dernier, une délégation burkinabé se rendait à Bamako au Mali dans l'objectif de discuter de la coopération entre les deux pays sur les dossiers sécuritaires et militaires, dont le Sahel. Ce rapprochement pourrait s'expliquer par les contextes politiques similaires. Au Mali comme au Burkina Faso, le pouvoir est tenu par une junte militaire. En août 2020, le colonel Assimi Goïta fait un premier coup d'État au Mali, puis est intronisé président de la transition en mai 2021, après un second putsch. Depuis, une seconde échéance électorale n'est pas fixée et Goïta toujours au pouvoir. Au Burkina Faso, un coup d'État est intervenu le 24 janvier 2022, mené par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Les deux pays rebelles qui ignorent alors les sanctions de la CEDEAO sont en proie à l'insécurité grandissante dans le Sahel. Régulièrement, des civils maliens ou burkinabés sont victimes d'enlèvements ou d'attentats, ce qui a contribué à l'instabilité politique et à l'insécurité de la région. Parlons d'un autre pays africain dans le même type de contexte de transition politique, il s'agit de la Guinée. Le 30 avril dernier, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, dévoilait la charte de son gouvernement à la télévision guinéenne. Le militaire au pouvoir depuis le putsch du 5 septembre 2021 y annonçait une période de transition bien loin de ce qu'espérait la communauté internationale. Amandine Boni nous en dit plus. Toutes les composantes de la nation, auprès de tous les Guinéens partout où ils se trouvent, il ressort une proposition médiane d'une durée consensuelle de la transition de 39 mois. 39 mois, soit 3 ans. C'est la période de transition pour laquelle opte le gouvernement de Mamadi Doumbouya. Attendu au plus tard le 25 avril dernier, cette période annoncée va à l'encontre de ce qu'espérait la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En septembre 2021, la communauté internationale avait souhaité que la transition ne s'étende pas trop et que les élections pour une remise du pouvoir aux civils soient organisées moins de 7 mois après le coup d'État. Mamadi Doumbouya défie quelque peu la CEDEAO, qui ne tardera pas à apprécier ce délai de transition. Il y a une semaine, alors que le délai de sortie de transition accordé par son bureau dépassait, la CEDEAO s'engageait à plus de dialogue avec les gouvernements issus de coups d'État et à moins agir via des sanctions. À ce sujet, en Guinée, l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique rejette avec force cette décision unilatérale qui, selon elle, viole sa charte dans son article 77 qui dispose que la durée de transition ne peut être fixée que d'un commun accord entre les forces vives de la nation et le Comité national du Rassemblement pour le développement. Plus de précisions à ce sujet dans les prochaines éditions du journal. Passons de la politique à la sécurité sur le continent, notamment en Éthiopie, plus précisément dans le Tigré. Les États-Unis s'inquiètent de l'avancée des hostilités et souhaitent que les parties adverses impliquées dans le conflit en Éthiopie fassent avancer un cessez-le-feu et que les services prioritaires pour les populations soient rétablis dans la région. Les États-Unis se sont donc fait entendre la semaine dernière via un communiqué du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Stéphane Dibébé pour le reportage. Nous exhortons maintenant les parties à saisir l'opportunité de faire avancer un cessez-le-feu négocié
y compris les dispositions de sécurité nécessaires et appelant au rétablissement des services essentiels au Tigré de toute urgence. Ainsi, s'exprime le diplomate américain dans un communiqué signé en fin de semaine dernière. Le conflit dans la province du Tigré est entré dans son 11e mois la semaine dernière. Le 4 novembre, cela fera 1 an que le gouvernement et l'armée fédérale, appuyés par les milices, les groupes paramilitaires et les forces spéciales régionales, affrontent la rébellion tigréenne conduite par l'ancien TPLF, le parti qui a dirigé l'Éthiopie de 1991 à 2018. Les États-Unis souhaitent alors que les partis adverses impliqués dans le conflit en Éthiopie fassent avancer un cessez-le-feu négocié et que les services essentiels soient rétablis dans la région du Tigré. L'essentiel des combats se déroule aujourd'hui dans l'Amhara, au sud du Tigré, dans plusieurs vallées. Au fil des semaines, les Tigréens, y compris d'importants points stratégiques ou symboliques, comme le site religieux de Lalibela le 5 août. Mais les belligérants s'affrontent toujours durement le long des 2 routes, l'une qui mène vers le sud, à la ville de Kombolcha, l'autre vers l'ouest, où les Tigréens ont perdu ces dernières semaines les localités les plus avancées qu'ils contrôlaient. Le cessez-le-feu négocié, demandé par les États-Unis, va-t-il être exécuté? Là est toute la question. Voyageons cette fois-ci pour le Sénégal où le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a atterri pour débuter une tournée de l'Afrique. Il a été reçu par le président Macky Sall, avec qui ils ont évoqué les conséquences de la crise russo-ukrainienne sur l'approvisionnement des pays du continent en produits de première nécessité. La suite de sa visite se poursuivra au Niger et ensuite au Nigeria avant son retour à Washington le 3 mai prochain. Serge Bertrand ici. La visite du diplomate onusien s'est ouverte dimanche par une réunion interne au bureau sous-régional de l'ONU à Dakar. S'en est suivi la visite du chantier du futur siège ouest-africain des Nations Unies à Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de la capitale sénégalaise. Au cours de l'audience à lui accordée par le président en exercice de l'Union africaine Macky Sall, ils ont abordé la question des tensions internationales induites par la crise en Ukraine, mais aussi les difficultés d'approvisionnement en hydrocarbures et l'inflation des prix du blé et des engrais qui pourraient déboucher sur une crise alimentaire en Afrique. La rupture du jeûne de Ramadan a clôturé sa visite au Sénégal. Il est au Niger ce lundi où il pourra célébrer avec le président Mohamed Bazoum la fête de Ramadan. Une tradition qu'il a toujours respectée en solidarité à la communauté musulmane du moment où il a officié en tant que haut-commissaire aux réfugiés. Sa visite va s'achever officiellement avec le Nigeria, avant son retour à New York le 3 mai prochain. Sur le triangle national, les travailleurs étaient en fête hier 1er mai, même si finalement l'activité dont tout le monde attendait le retour, le grand défilé, n'aura pas eu lieu. Dans un communiqué signé le 27 avril dernier, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a indiqué que la grande parade des travailleurs ne pourrait pas se tenir, mettant en avant ici le contexte sanitaire. Des précisions avec Cédric Tachago. Contre toute attente, on assistera à une autre célébration de la fête du travail sans défilé. Comme lors des 2 dernières années, les travailleurs camerounais ne battront pas le pavé pour représenter les différentes catégories socio-professionnelles. Dans sa communication, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale fait le point et explique les raisons de cette décision. Comme en 2020 et 2021, Grégoire Ouna pointe du doigt le contexte sanitaire. Il mentionne tout de même que la énième annulation de la grande parade des travailleurs a été actée avec le consentement de ces derniers. Après concertation avec les organisations syndicales des travailleurs et les groupements professionnels des employés, face à la complexité du protocole sanitaire et l'exigence de discipline, écrit le ministre, le choix de l'annulation a semblé évident. Comment meubler donc la 136e édition de la fête du travail ? Le membre du gouvernement rappelle que les acteurs du monde du travail sont invités à organiser des activités d'information, de sensibilisation et d'échange en lien avec le thème officiel. Les festivités éventuelles en comité restreint peuvent se faire, mais dans le respect des mesures en vigueur. Cette 3e annulation consécutive du défilé du 1er mai révèle tout de même des curiosités, car les festivités marquant la fête de la jeunesse le 11 février dernier ou encore celle de la Journée internationale du droit des femmes le 8 mars, ont vu le retour de la parade. De plus, la 50e édition de la fête de l'unité le 20 mai prochain verra le retour du défilé civil et militaire. Pourquoi pas le 1er mai,
Allez donc savoir. Les évêques du Cameroun se sont réunis à Yaoundé du 24 au 30 avril dernier pour leur 47e assemblée plénière. Au terme des travaux, les évêques ont élu Monseigneur Andrew Nkeya, archevêque de Bamenda, président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun. Il remplace à ce poste Monseigneur Abraham Boileau-Komé, évêque de Bafang. Reportage. Monseigneur Andrew Nkeya, membre du conseil ordinaire du synode des évêques du Cameroun, est le nouveau président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun. Du 25 au 30 avril dernier, les évêques du Cameroun se retrouvaient au lendemain de Pâques pour une assemblée plénière au siège de Mvolier. Cette 47e assemblée leur a permis d'évaluer les 14 commissions qui œuvrent au quotidien pour faire rayonner l'Église catholique au Cameroun. Au terme des travaux, les évêques ont élu Monseigneur Andrew Nkeya, évêque de Bamenda, président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun. Il remplace à ce poste Monseigneur Abraham Boileau-Komé, évêque de Bafang. Le nouveau vice-président de la CUNC est également connu. Il s'agit de Monseigneur Philippe Alain Barga, évêque des Bolova. Andrew Nkeya Fuagna, né le 29 août 65 à Widikoum, est ordonné prêtre le 22 avril 92 et est nommé évêque coadjuteur de Montfait par le pape François le 10 juillet 2013 dernier. Il succède à Monseigneur Francis Tekelisengue comme évêque diocésain le 25 janvier 2014. Ascom Prices 2022, le rideau se ferme ce week-end sur la 12e édition. Plus d'une cinquantaine d'awards remis aux entreprises et aux hommes et femmes de médias qui se sont distingués cette année. Dans la catégorie Meilleur jeune projet, le groupe Dash Media remporte le prix. Le reportage de Stéphane Dibébé. Catégorie Meilleur jeune projet télé. Les nominés: CAN 10, la télévision républicaine. Balafon Télévision. Dash Télévision. Les deux différents sont trouvés pendant ces prochaines éditions de formation. Organisée par l'Association des communicateurs du Cameroun, la 12e édition Ascom Prize Awards des médias et des entreprises 2022 a livré sa copie. Devant un public de grand jour, constitué des opérateurs économiques et membres de la société civile, plus d'une cinquantaine de distinctions remises aux méritants. Dans ce casting minutieux, les membres du jury n'ont pas trouvé autre chapelle médiatique que Dash Media Group qui s'est vu attribuer sur les planches de cet événement fort couru le prix du meilleur projet télévision. Et je vous félicite davantage pour le travail que vous menez sur le projet. Face au public conquis qui a réservé une salve d'applaudissements pour encourager le professionnalisme et la volonté de ce jeune projet médiatique au Cameroun qui apporte une nouvelle vision de la télévision à l'ère du numérique, on ne peut se sentir encouragé. Pour toute l'équipe Dash, cette jeune équipe qui est au charbon depuis un an maintenant, c'est un encouragement à performer davantage et une reconnaissance de ce que nous faisons depuis 12 mois n'est pas passé inaperçu aux yeux du public que nous servons, le public camerounais et africain. Donc je suis très heureux pour cette équipe-là, toutes composantes confondues, techniciens, journalistes, animateurs et évidemment le top management qui nous donne les moyens d'accomplir au quotidien cette mission et d'exercer notre passion. Donc c'est vraiment avec exaltation et beaucoup d'humilité aussi que nous accueillons ce prix, qui est aussi une invite à aller plus loin pour que les années à venir, au cours d'une cérémonie comme celle-ci, qu'on n'ait pas un prix, mais plusieurs et surtout des prix individuels en plus des prix collectifs. Le directeur de l'information de Dash Media Group saisit alors la perche pour annoncer les jours qui augurent les lendemains meilleurs. Le public, auditeur et téléspectateur n'est pas prêt. On n'est pas prêt par rapport à ce qui arrive. Dash, c'est une foot de guerre, Ce qui arrive, c'est la mort. C'est, comme on dit chez nous en rédaction, c'est du lourd. L'aventure ne fait certes que commencer, mais pour le comité d'organisation, il y a de quoi tirer un coup de chapeau à Dash Media, un an après le lancement de sa chaîne de télévision panafricaine. D'autres prix ont été remis à plusieurs structures et hommes et femmes, et à certains hommes et femmes de médias qui ont réussi à convaincre le public de par leur performance. Dash Media Group en faisait partie. Vivement la 13e édition. Nous sommes reconnaissants de cette distinction qui met de la lumière sur le travail des différentes chaînes de Dash Media. En sport désormais, les Lions U17 du Cameroun ont remporté leur passe pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde dans leur catégorie. Une deuxième victoire face à la Zambie sur un score de 3-0. Amandine Bonny. C'est une défaite écrasante que les Lions U17 du Cameroun infligent aux Zambiennes.
pour le compte du match retour. 3-0 en faveur des filles de Stéphane Diana. Durant toute la rencontre, les Lions ont mené leurs adversaires par le bout des godasses. Les Camerounaises ont mis en pratique les mêmes techniques qui leur ont permis de remporter le match aller contre la Zambie. Celui-ci s'était soldé sur un score de 2-0. Une double victoire qui les qualifie pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde U17. Pas contente du résultat, l'équipe zambienne affirme que le Cameroun avait dans son effectif des joueuses plus âgées que ce que les règles imposent. Voilà qui met un terme à cette édition du journal. L'information reste en continu sur Dash News. Merci de nous rester.